Bonjour à tous, voici la vidéo du vendredi 26 juin, c'est la dernière vidéo de l'année puisque le cours nous l'avons terminé sur les séances d'hier, hein, d'accord. Là il s'agit en fait de terminer par quelques exercices, hein, donc on va terminer l'année par la correction de 4 exercices. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, j'en ai déjà corrigé 2 que je vais commenter. Il y en a 2 que je fais en temps réel, alors il en reste quelques-uns bien évidemment. Soit vous dites allez, je suis encore motivé, j'ai encore les ressources pour, faites-les dès maintenant. Sinon je vous conseille de les faire au fur et à mesure pendant les vacances en guise de révision, puisque vous savez qu'on perd assez rapidement, hein, des réflexes, des automatismes. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de reprendre pendant les vacances, hein, les TD les plus importants en élec, en méca, en induction. Donc avoir sous la main, hein, quelques exos. De toute façon, j'ai toujours, hein, si vous le souhaitez, des sujets de DS, des sujets de concours blanc à vous proposer pour planifier vos éventuelles révisions de cet été. D'accord? Bon, allez, on y va, on attaque. C'est la dernière vidéo de l'année, d'accord? J'en ai déjà parlé avec un certain nombre d'entre vous, hein, mardi dernier. Voilà, je pense qu'il est temps, hein, il y a un essoufflement général, voilà, qui fait que, bon, voilà. Allez, on commence par l'exercice numéro 5. L'oscillateur ici mécanique amorti par induction. Alors ça c'est un sujet, une planche d'oral, hein, une planche d'oral CCP qui tourne ici sur la banque de données. Alors on va lire ensemble l'énoncé, hein, ici comme d'habitude ici sur les exos. Alors on a une barre, hein, on vous donne la masse M, sa longueur A, suspendue à deux ressorts conducteurs. Vous voyez, donc on a deux ressorts conducteurs identiques de constante de raideur K, de longueur vide L0. Donc voici la barre ici. On vous précise le sens ici de l'intensité du courant I. On a donc ici un circuit électrique fermé, parcouru par un courant I. Le tout est plongé dans un champ B magnétique qui est en fait dirigé selon l'axe OY. Alors on ne précise rien de plus, mais compte tenu de la formulation en B0, il s'agit en fait d'un champ magnétique qui est en fait uniforme et stationnaire. D'accord, donc on retrouve bien le cadre d'étude, hein, depuis le début de ce chapitre d'induction. Le champ magnétique est uniforme et stationnaire. Ici, on est bien une constante vectorielle en fait, hein. D'accord. Voilà, on est bien en repérage cartésien. Donc là, on vous le rappelle, la barre, les ressorts et le support, vous voyez, forment un circuit électrique fermé, circuit à l'intérieur duquel peut circuler un courant. Le tout étant bien évidemment en mouvement. Vous voyez que en fait, la barre en fait, vous voyez, sera en mouvement selon l'axe OZ, hein, ici vertical descendant, dans le champ pesanteur terrestre, hein, supposé uniforme. D'accord. Donc vous voyez à quoi ça va s'apparenter le mouvement, hein. On aura en fait une tige qui sera en mouvement de translation rectiligne selon l'axe vertical, d'accord, l'axe OZ. Donc deux questions en fait sur ce sujet. On vous demande dans un premier temps d'établir l'équation. En fait, l'équation c'est l'équation différentielle du mouvement sur la position z de t de la barre. Donc là, si on analyse finalement le système, euh, voilà, on aura un oscillateur, hein, la présence d'un ressort va nous mener finalement à la présence d'un oscillateur mécanique qui sera en fait amorti. Ouais. Donc ça on peut déjà, je le note, hein, c'est ce que finalement vous devez vous dire quand vous lisez les questions, une telle question, vous voyez le système, vous êtes en présence d'un oscillateur en fait, voilà, mécanique. Voilà, amorti. Alors, amorti par quoi? Il ne sera pas amorti par une force de frottement effective, réelle, hein, mais il sera amorti pardon, par la force de la place résultante. Hein, d'accord. Donc, par ici, la résultante, hein, des forces de la place, donc par la force de la place, ici, résultant qui va s'appliquer au centre finalement de la barre de longueur A, d'accord. Force de la place qui, en fait, qui agit, cette force de la place qui agit, vous savez, hein, comme une force de frottement fluide, comme une force de frottement fluide. Voilà. Donc, en fait, rappelez-vous, hein, ici vos réflexes de mécanique, voire un délec, hein, que ce soit un oscillateur mécanique ou électrique amorti. Là, on va obtenir une équation, ça nous mener à une équation différentielle. A priori, bah, sera linéaire d'ordre 2. Ça sera du z point plus oméga 0 sur q z point plus oméga 0 carré ici z de t égale ici, alors a priori on verra ici au niveau des positions d'équilibre, ça sera un second membre qui sera pour nous, hein, ça sera une constante. D'accord, donc on aura une constante dans le membre de droite.
Ça, rappelez-vous, c'est la forme canonique hein, d'une équation différentielle qui est linéaire d'ordre 2 et elle caractérise finalement ici un oscillateur mécanique dont le degré de liberté est z. Hein, z de t, la coordonnée cartésienne, la verticale descendante. On trouve bien la pulsation propre, oméga 0, de l'oscillateur, et Q, le facteur de qualité. Hein, d'accord facteur de qualité, rappelez-vous, on en avait donné une interprétation dans les oscillateurs électriques. Hein, d'accord Bon. Facteur de qualité qui traduit l'amortissement du système. Ok. Bien, donc on va finalement, pour obtenir cette équation différentielle-là, bien évidemment, on va devoir mener une étude mécanique. Mais vous savez, cette étude mécanique, compte tenu du système, hein, on a des conducteurs, hein, un plongé parcouru par un courant, un plongé dans un champ B, on aura forcément un couplage électromécanique. C'est-à-dire que quand on va poser finalement le théorème du centre de masse, quand on va le projeter selon l'axe du mouvement, forcément il y aura le courant I de t qui va apparaître dans l'équation différentielle du mouvement. Donc il faudra mener, vous le savez, une nouvelle fois une étude électrique parallèle à cette étude mécanique pour déterminer l'expression du courant I induit. En effet, il n'y a pas de générateur électrique extérieur. En fait, le courant I qui apparaît, c'est un courant induit qui est généré finalement par ici les lois de l'induction, la loi de Lenz. D'accord vous avez en fait un flux variable, hein, vous avez un système masse-ressort, hein, vous avez des mouvements oscillatoires. Donc voilà, vous avez forcément une tension induite. Hein, d'accord Donc le courant induit va s'obtenir après, rappelez-vous, après avoir posé le schéma électrique équivalent. D'accord Bon. Le bilan de puissance, alors ce bilan de puissance ici, pareil, vous savez comment l'effectuer, toujours la même chose. Là on va multiplier l'équation mécanique, donc la projection du théorème du centre de masse selon Z, on va la multiplier par Z point, par la vitesse, hein, ici cartésienne selon Z, donc par Z point, et on va multiplier l'équation électrique par I. Parce que la loi d'Emma, il vous donne une équation ici homogène à une tension, multipliée par le courant I, on avait une équation homogène à une puissance. D'accord Alors finalement, là, comme vous avez un oscillateur mécanique amorti, hein, on le pressent tout à fait quand on voit le schéma, il faut s'attendre à une diminution de l'énergie mécanique. Hein. Forcément, l'énergie mécanique du système, donc du solide S, homogène, indéformable, en translation rectiligne selon l'axe Z, cette énergie mécanique va diminuer au cours du temps. Donc ça va se retrouver, et forcément cette énergie mécanique, ici, elle ne peut que diminuer, il y aura de l'énergie perdue, l'énergie perdue sera perdue par effet Joule, hein, dans finalement la résistance électrique R de l'ensemble. On n'en parle pas, mais il faudra introduire bien évidemment dans ce circuit fermé de résistance. Donc ça c'est un sujet d'oral. Dans lequel vous devez faire preuve d'initiative, donc il faut rajouter des choses. Là, bien évidemment, le circuit possède une résistance électrique, ici, R. D'accord Voilà. Donc voilà, toujours très rapidement, mais là, vous voyez une nouvelle fois, je prends le temps vraiment de décrypter l'énoncé, prendre le temps de bien lire les questions, le sujet dans sa globalité pour savoir voilà, où on va. D'accord On y va, on établit ensemble, donc je vous propose la correction ici de la première question. Oscillateur mécanique amorti par, ici, induction. Alors, l'équation différentielle du mouvement de la barre, on va d'abord, comme vous le savez, imposer l'équation mécanique. On définit le système, comme toujours en mécanique, la barre, d'accord, assimilée à un solide, homogène indéformable, en mouvement de translation rectiligne selon l'axe OZ. Ensuite, vous passez au bilan. Vous faites un bilan des actions mécaniques extérieures. Le poids va s'appliquer au centre de masse. Le poids, il est présent et on regarde, il est bien dirigé selon l'axe OZ. D'accord, on peut mettre ici, très bien. Donc le poids, ici, selon l'axe OZ, donc P égale mg selon OZ. Là, vous avez deux ressorts identiques, de même constante de raideur K, de même longueur à vide L0. Donc là, finalement, vous avez deux forces de rappel qui sont tout à fait identiques. D'accord Donc, compte tenu de la configuration, la configuration est telle que finalement, les deux forces de rappel seront les mêmes. Et on aura donc une force de rappel ici totale qui va s'écrire finalement moins K L moins L0 EZ pour le ressort de gauche par exemple. Et même chose, moins K L moins L0 EZ pour ici le ressort de droite. Alors je vous rappelle le vecteur unitaire EZ, puisque c'est un vecteur unitaire qui est toujours dirigé du point d'attache vers le point mobile, UOM, d'accord, point d'attache vers point mobile, donc vecteur unitaire EZ. L de T, longueur instantanée du ressort, d'accord, ici, donc on a deux fois la même force de rappel, donc moins 2K, L moins L0 EZ, et compte tenu de l'origine du repère ici, d'accord, on fixe l'origine du repère ici, et on aura la longueur instantanée de chaque ressort qui sera la même et qui sera égale à Z de T.
D'accord, donc Z de t étant la longueur instantanée du ressort. D'accord, donc on fait apparaître le degré de liberté Z de t dans ici les forces de rappel. Donc je vous rappelle, on a deux ressorts identiques et conducteurs. Il faut que ce soit conducteur pour avoir un circuit électrique fermé. Évidemment, il y a un courant induit via un champ B. Vous savez que tout conducteur filiforme parcouru par un courant I plonge dans un champ B, subit une force de la place, résultante qui va s'appliquer ici au centre de masse G de la barre. Donc là, on va appliquer la relation que vous connaissez, j'espère quand même, la force de la place résultante, donc ici l'intégrale sur gamma, d'accord, sur toute la longueur du conducteur de IDL vectoriel B. Même chose, le champ magnétique B, c'est une constante vectorielle, il est uniforme et stationnaire, même si ce n'est pas précisément énoncé, compte tenu de la forme vectorielle qu'on vous donne, bon, c'est tout comme, donc une constante vectorielle pour le champ magnétique. L'élément de longueur dl du conducteur de la barre, ici l'élément de longueur de la barre dl. Donc là pareil, le dl appartient au système. Le dl, l'élément de longueur, vous le prenez ici. D'accord. Et pareil, vous le prenez ici, vous l'orientez comme ceci, de gauche à droite, orienté selon courant I. Donc l'élément de longueur il est ici, il est bien orienté selon EX. Donc dl égale dl selon EX. On a bien l'élément de longueur de la barre du système étudié orienté selon le courant I. Et là, on peut effectuer le produit vectoriel. Donc on a IDL EX vectoriel B0 EY, EX vectoriel Y nous retourne EZ dans la base cartésienne. Et on a donc A B0I selon EZ. D'accord. Voici la force de la place compte tenu du sens du courant I, d'accord, qu'on nous donne. Maintenant, vous avez ici toutes ces forces en présence, d'accord. On ne donne rien d'autre dans l'énoncé, pas de coefficient de frottement fluide, rien d'autre, donc on ne rajoute rien. Et dans le théorème du centre de masse, on dit que masse fois accélération égale la somme vectorielle des trois forces. On projette toujours selon l'axe du mouvement, ici mz point égale ici, donc on ne met pas le poids, d'accord, selon z, mg, les deux forces de rappel des deux ressorts et la force de la place qui est dirigée selon ici EZ. Et on retrouve une nouvelle fois l'expression du courant I dans l'équation mécanique qui traduit en fait un couplage électromécanique. D'accord. Donc là, pareil, la question est de savoir, le problème est de connaître le courant I. Le courant I s'obtient, d'accord, vous le savez, grâce ici à une équation électrique. Là, c'est une étude électrique. D'accord. Donc la suite, forcément, d'accord. Donc une fois que on s'intéresse à connaître l'expression de I, d'accord, il faut forcément mener l'étude électrique, d'accord. Donc là, on va prendre en compte un schéma électrique équivalent. Donc là, on va donner le schéma électrique équivalent à ce schéma mécanique constitué de la barre, d'accord, notre système étudié, de deux ressorts ici, d'accord. Donc bien évidemment, il y a un phénomène d'induction, donc il y a une tension induite. La loi de Faraday, d'accord, nous dit que la tension induite, E égale moins dφ sur dt, où phi est le flux du champ magnétique B, ici, qui est constant, d'accord, au travers de la surface S, ici, du circuit étudié. D'accord. Alors, donc il faut calculer le flux magnétique. Alors, le flux magnétique, rappelez-vous, la double intégrale de B scalaire ds, qui se réduit à un produit scalaire. Dans le cas où le champ B est uniforme, la surface S plane. C'est le cas ici, on vérifie bien, champ B uniforme. Le champ B ne dépend pas de la position du point M dans l'espace. La surface S, ici, offerte au champ B, compte tenu du mouvement oscillatoire, cette surface, elle est ici, et elle varie au cours du temps. D'accord. Donc on a bien ici B scalaire S. Là, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est, pour pouvoir effectuer correctement ce produit scalaire, c'est orienter le vecteur surface. Alors, orienter le vecteur surface, pareil, vous devez orienter votre contour. Alors là, pour orienter votre contour, vous choisissez l'orientation du courant I. Donc là, pareil, l'orientation du contour, j'oriente comme ceci, d'accord. Voilà, dans le même sens que le courant I, j'oriente. J'enroule les doigts de la main droite selon cette orientation et j'aurai un vecteur surface, regardez, qui sera également perpendiculaire au plan de la feuille, dirigé vers vous. D'accord. Donc ça permettra d'avoir un flux ici positif. C'est-à-dire que là, dans cette configuration, on le voit tout de suite que le flux du champ magnétique B, uniforme et stationnaire, au travers de la surface S variable du circuit, offerte à B, on aura ici un flux qui sera positif, puisque les vecteurs B et S sont toujours de même sens. D'accord. Voilà. Donc pareil, le vecteur surface, je précise, S égale Sn, où n est le vecteur unitaire normal, perpendiculaire à la surface, orienté selon votre orientation du contour, ici selon EY. Alors c'est un EY, d'accord, EY, d'accord, qui est bien perpendiculaire au plan de la feuille. D'accord, d'ailleurs il n'est pas mis de vecteur unitaire EY, d'accord, voilà, ici.
Voilà, et on avait ici donc forcément EX et vertical descendant, on a EZ. Voilà. Donc là, avec également un champ magnétique qui est selon EY, le produit scalaire se réduit au produit des normes. Hein. C'est le cas très simple du calcul d'un flux magnétique où on a deux vecteurs collinaires de même sens. Voilà, donc le produit des normes B0 fois S. Bon. Là, je viens de le dire, hein, le mouvement de la barre ici implique forcément une variation de la surface du circuit, hein, d'accord, offerte. Donc on a ici une surface qui varie au cours du temps de la forme AZ de t. En effet, la barre est de longueur A. Là, on a Z de t. Donc Z de t fois A, ça sera la surface S de t, hein, offerte, qui va générer un flux magnétique variable. Hein. Le flux magnétique, vous l'avez, une fois que vous avez la surface S de t, on a le flux en B0 à Z. On retrouve bien un flux magnétique variable ici positif, hein, compte tenu de la définition de Z de t, hein, compte tenu de l'origine de l'axe OZ. Donc on a un flux magnétique variable, ça c'est très bien, qui va générer hein, une tension induite, d'accord, telle que la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt. Je vous rappelle le moins, une nouvelle fois, traduit la loi de Lenz. Hein, tous les phénomènes d'induction vont par leurs effets s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance. Et là, ça tombe bien, on retrouve une nouvelle fois quelque chose de très simple, en moins AB0Z point. D'accord, ça c'est la tension ou la FEM induite. D'accord, je vous rappelle, un FEM, FEM c'est force électromotrice, mais ce n'est pas une force, hein, c'est une tension induite qui s'exprime en volts. Ensuite, je l'avais dit dans l'énoncé, il faut prendre en compte la résistance électrique R de l'ensemble. On n'en parle pas, mais il faut le prendre en compte. Hein. Tout conducteur possède une résistance électrique, même faible, on la prend en compte ici. D'accord. Oui, ici, oui, je ne l'ai pas dit dans la lecture de l'énoncé, mais on va négliger hein, le phénomène d'auto-induction. On va négliger l'inductance propre du circuit. Hein. Dans ce cas très simple où on a un circuit fermé. Hein, d'accord. On n'a pas un ensemble de N-spire. Je vous rappelle que l'inductance propre d'un système d'une bobine hein, croît en n carré. Hein, d'accord. Bon. Donc là, il est tout à fait légitime de négliger l'inductance propre. De toute façon, on n'en parle même pas. On ne donne aucune information sur ça. Donc là, il est tout à fait légitime de la négliger. Voici le schéma électrique équivalent, d'accord. Ici, voilà la tension induite. Ici, on trouve également notre convention qui est générateur pour ici tension et courant induit, d'accord. Donc on a bien ici notre convention générateur ici qu'on retrouve à gauche. Voilà. La résistance électrique R, au bord de laquelle on a une tension UR, on est bien en convention récepteur. La loi des mailles, tout simplement, vous dit que E égale UR. Voilà. E égale UR égale RI, I est en courant induit. On cherche l'expression du courant induit, tel que RI égale E, sauf que E, la tension induite, elle vaut moins AB0Z point. Moins AB0Z point, ça y est, on y est. Voici. Donc là, il n'y a pas de moins, il y a tiré, mais c'est pas un moins, d'accord. C'est I égale le courant induit. I égale moins ici AB0Z point sur R. Donc voici l'expression du courant I induit, d'accord. Et on trouve bien une nouvelle fois le fait que le courant induit dépend ici de la vitesse, hein, ici de la barre, enfin, du centre de masse selon l'axe OZ. Donc moins AB0Z point sur R. Et une fois qu'on a l'expression du courant induit, qu'est-ce que l'on fait? On va remplacer cette expression du courant I dans l'équation mécanique qui est ici. D'accord. Donc une nouvelle fois, vous voyez, c'est toujours la même méthode. Hein, ici, cette année, c'est relativement simple, mais bon, il faut en faire un certain nombre pour bien l'assimiler. Vous avez le courant I, vous le remplacez dans cette équation mécanique. Hein, je ne vais pas numéroter les équations, mais ça pourrait évidemment être mon équation 1. D'accord. L'équation 2, ça sera ici l'équation électrique. D'accord. L'équation 3, ça sera l'expression du courant I induit. Et je remplace, voilà, ici le courant I dans l'équation 1. D'accord. Et bien évidemment, ça va me mener, vous voyez, qu'est-ce qui se profile? Il se profile une équation différentielle linéaire d'ordre 2, caractéristique d'un oscillateur mécanique amorti. On a du Z point, on a du Z, et dans I apparaît du Z point. D'accord. Donc là, c'est pas trop compliqué. On y va, on remplace. Donc on aura MZ point égale MG moins 2K moins, voilà, on remplace AB0 carré. Il ne faut pas oublier AB0 carré Z point R. Bah, ça, c'est la contribution de la force de Laplace. En fait, là, ce que vous avez là, ça c'est la projection selon Z, bien évidemment, de la force de Laplace. On retrouve le fait, vous voyez que la force de Laplace agit comme une force de frottement fluide. En effet, elle peut se réécrire sous la forme moins alpha Z point. Si on pose alpha, un coefficient, un pseudo de frottement fluide, alpha positif,
D'accord, on a un coefficient de frottement fluide qui est strictement positif, et on trouve bien que cette force de frottement fluide, elle va toujours s'opposer au mouvement de la barre, hein, d'accord, et ce, quel que soit finalement le signe, le sens du champ magnétique, puisqu'on a du B0 carré. Donc si on inverse ici le sens du champ magnétique, ça ne va pas changer, d'accord, elle va toujours s'opposer au mouvement, d'accord. Donc elle va freiner finalement ici le mouvement, la tige, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met sur le canonique, donc on va diviser par m les deux membres de l'équation différentielle. On n'oublie pas de diviser par m le second membre, bon ça vous le savez, mais ça c'est une petite erreur bête hein, qui arrive. Rappelez-vous, sur les interros, vous vous dépêchez, vous divisez par m, vous oubliez de diviser par m le second membre. Donc n'oubliez pas de diviser par m le second membre et vous avez ceci. Donc je ordonne par puissance décroissante, un z point, z point z, et à droite j'ai du g plus la constante, un 2K0 sur m. Ça bien évidemment on retrouve bien un second membre ici qui est constant. D'accord? Voilà. Donc une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à second membre constant. Donc là pareil on peut poser un oméga 0 carré égale 2k sur m, c'est bien cohérent, c'est bien homogène ici à une pulsation propre, hein, donc oméga 0 égale racine de 2k sur m. Ok, donc sans le 2 vient du fait qu'on a bien deux ressorts ici identiques, disposés ici de part et d'autre de la tige. Et après on pose oméga 0 sur Q égale, voilà, et vous avez directement, hein, c'est-à-dire que là vous pouvez isoler directement Q, le facteur de qualité, Q ça sera oméga 0 MR sur AB0 carré, donc on peut souvent faire, c'est ça, c'est introduire le facteur de qualité tel que le facteur de qualité soit égal à MR oméga 0, d'accord, sur AB0 le tout au carré, ou évidemment Q est le facteur de qualité, d'accord, ici, de l'oscillateur mécanique amorti. Donc je vous rappelle ici le facteur de qualité, ici, voilà, de l'oscillateur mécanique amorti. Ce facteur de qualité, rappelez-vous, il intervient en équation différentielle en oméga 0 sur Q. Donc on met toujours un coefficient unitaire devant la dérivée d'ordre 2, donc z point plus, voilà, il apparaît ce oméga 0 sur Q, z point. Et non pas souvent l'inverse. Vous dites, certains disent Q sur oméga 0, là c'est oméga 0 sur Q en physique. Alors ici, c'est le taux d'amortissement, hein. Le taux d'amortissement sera d'autant plus important que l'amortissement est élevé, d'accord. Voilà, nous ça sera l'inverse, hein, d'accord. La relation ici est inverse. Donc oméga 0 sur Q z point plus oméga 0 carré z égale G. Et en fait, là on retrouve, vous voyez, un 2K sur M. 2K sur M c'est oméga 0 carré. Oméga 0 carré L0. D'accord. Donc vous voyez, l'équation, on a bien des termes homogènes ici à du Lt-2. Tous les termes sont homogènes à du Lt-2, donc homogène à une accélération. D'accord. Voilà. Voilà, donc une nouvelle fois, vous voyez, la méthode est toujours la même. Équation mécanique, équation électrique, schéma électrique équivalent et équation différentielle ici, caractéristique d'un oscillateur mécanique amorti. Voilà. Alors le bilan de puissance, là on repart de l'équation mécanique, hein, l'équation 1, on multiplie par z point. Donc on multiplie par la vitesse, hein, z point les deux membres de l'équation, donc on aura ceci. D'accord, voilà. Et qu'est-ce que j'ai... Ah, où est-ce que j'ai fini? En fait, ici, j'ai fait passer à gauche, sous la forme d'une dérivée temporelle. Vous voyez, le m z point, bah, ça, c'est n'est autre que la dérivée temporelle de 1 demi de m z point carré. Ensuite, m g z point, c'est la dérivée temporelle de m g z. Bon. Attention ici, le terme en 2k z moins L0 z point, ça c'est la dérivée temporelle de 1 demi, d'accord, de kz moins L0 carré fois 2. Il y aura un facteur 2 qui va rester quand même. Il y a un facteur 2 qui reste parce que c'est lié à la présence de deux ressorts. Donc en fait, il y aura deux énergies potentialistiques. Oui, en effet, là vous avez finalement tous les termes. Là vous avez, alors, sous l'opérateur des dérivées temporelles. Donc dans la parenthèse, ici on a l'énergie cinétique de translation, c'est la translation, hein, du solide, S. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur, ici, de la barre. Ici c'est l'énergie potentielle élastique, ici, totale du système, d'accord? Donc énergie potentielle élastique liée à la présence des deux ressorts, d'accord? Donc là, attention, je définis, je mets dans la même dérivée temporelle l'énergie de translation de la barre, l'énergie potentielle de pesanteur, hein, d'accord, forcément, l'altitude varie, donc forcément, il y a ici, forcément, apparaît une variation d'énergie potentielle de pesanteur. Et là, je rajoute, attention, je rajoute les énergies potentielles élastiques dues à la présence de deux ressorts. Là, je vous rappelle, il y a présence de deux ressorts.
Donc là, il y aura ici deux énergies potentielles, alors 1,5 de K. Rappelez-vous, hein, L moins L0 carré ou L de T, c'est Z de T, la longueur instantanée de chaque ressort. Tout ça pour faire apparaître à droite le terme en A, B0, IZ point, un terme homogène à une puissance. Bah, ça, c'est finalement la force de la place, hein, scalaire la vitesse. Et la force de la place qui est selon EZ fois Z point selon Z nous donne A, B0, IZ point. Ça, c'est la puissance des forces de la place. D'accord, donc je fais apparaître le terme copain. Rappelez-vous, la puissance de la force de la place plus la puissance de la force électromotrice égale à 0. On trouve ce terme commun, un terme d'échange. Et voilà pour l'équation mécanique. Pour l'équation électrique, pour avoir le bilan de puissance électrique, on multiplie l'équation électrique par I de T, donc c'est l'équation numéro 2. Donc simplement, finalement, E fois I, en fait c'est ça, hein. Là c'est le produit EI. D'accord, c'est le produit tension induite, courant induit, égale moins AB0 Z.I, égale à droite, donc RI fois I égale RI carré. Donc RI carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule, hein. Ça, c'est la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Et là, on retrouve ce terme que j'entoure en vert, ça, c'est la puissance de la tension induite. D'accord, c'est la puissance fournie par le générateur de tension induite. D'accord, on retrouve bien le terme de couplage. Et on retrouve bien le fait que, donc ça, c'est, attention, j'ai mis des flèches. Ce que j'ai entouré ici, c'est la puissance des forces de la place. Ce que j'ai entouré ici, suivez la flèche, c'est la puissance fournie par la tension induite. Et on retrouve une nouvelle fois ce bilan auxiliaire de puissance, à savoir, ici c'est la puissance, je vais marquer puissance de la force électromotrice induite. Donc on retrouve le fait que la puissance fournie par la tension induite plus la puissance des forces de la place égale à 0. D'accord, voilà le bilan auxiliaire de puissance. Alors voilà, nous on a un bilan global, un bilan global de puissance pour savoir ce qui se passe dans notre circuit électrique. Alors finalement, je remplace finalement ce terme de couplage, AB0IZ point, par quoi? Par, attention, moins RI carré. Là on a plus, on a moins, donc faites passer le moins de l'autre côté, le monde de droite, donc on aura moins RI carré. Et là je fais apparaître finalement tout ceci, donc l'énergie cinétique de translation, l'énergie potentielle de pesanteur, les énergies potentielles élastiques, dû à la présence des deux ressorts. Ça c'est quoi? Ça c'est l'énergie mécanique, tout simplement. L'énergie mécanique du système, ici, totale, égale ici moins RI carré. Et on trouve bien le fait que l'énergie mécanique ne peut que diminuer au cours du temps, donc moins RI carré c'est bien strictement négatif. D'accord, donc l'énergie mécanique du système ne peut que diminuer. D'accord, j'ai l'énergie mécanique de la barre qui est rigidement attachée ici aux deux ressorts. D'accord, de toute façon, ça c'est, on l'avait dit dans le bilan des actions mécaniques extérieures, ça c'est bon. Et on retrouve le fait, vous voyez, je l'avais dit à l'oral, je l'ai noté ici, le fait que la force de la place agit effectivement comme une force de frottement fluide, en moins alpha z.ez, qui s'oppose au mouvement, quel que soit ici le sens ici du champ magnétique extérieur. D'accord, voilà. Et ce, c'est bien conforme à la loi de Lenz. D'accord, voilà, une nouvelle fois. Donc, vous voyez en induction, on retrouve ici loi de Faraday, loi de Lenz, une nouvelle fois. Voilà, voilà. Donc voilà pour cet exercice où finalement la démarche est commune à tout ce que l'on a pu faire pour l'instant en exercice, enfin tout ce qu'on a pu faire. On a déjà fait quelques-uns sur les autres fiches d'induction. Là, vous allez me dire, ce n'est que le cinquième. On va quand même encore en corriger 4 au total ce matin. Je pourrais vous fournir les corrections des autres exos au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous donner maintenant parce que je suis convaincu que vous n'allez pas le lire. Donc j'attends un tout petit peu. Voilà, je garderai, je pense qu'on gardera un peu contact sur la plateforme Discord pour vous donner de temps en temps. C'est plus simple pour moi, je pense, pour fonctionner que par mail. Si je dois commencer à chercher tous les. Voilà. C'est plus simple de vous envoyer sur la plateforme des corrections et puis voilà, directement pour vous motiver à travailler un tout petit peu. D'accord, voilà. Voilà pour cet exercice numéro 5. Donc la correction que je l'avais déjà préparée en amont. Allez, ensuite on va attaquer ensemble, voilà, on va corriger en direct, voilà. L'exercice numéro 6, un calcul d'inductance mutuelle. Alors déjà, inductance mutuelle, ça fait un petit moment, ça va faire 15 jours qu'on n'a pas parlé de une bonne dizaine de jours qu'on n'a pas parlé d'inductance mutuelle. Alors, inductance mutuelle, ça, faut bien avoir en tête que cette inductance mutuelle est liée à un flux magnétique échangé. Ça, quand on... Voilà. On vous demande de calculer une inductance mutuelle, alors c'était un M, donc c'est M de mutuelle, M comme mutuelle, d'accord? Ça c'est lié
d'accord, au flux, voilà, voilà, magnétique échangé, d'accord, voilà, donc au flux magnétique échangé, d'accord, à la différence d'une inductance propre, L, qui est liée au flux magnétique ici propre, d'accord, donc ça c'est bien différent de L, l'inductance propre qui est bien liée ici au flux magnétique propre, d'accord. Donc, flux magnétique propre, rappelez-vous, c'est le flux du champ magnétique au travers du circuit lui-même hein, qui a créé ce même champ magnétique. D'accord. Voilà. Alors, ici, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un couplage finalement entre deux circuits. Ici, on regarde. Donc, on a un fil rectiligne infini. Très bien. Il est parcouru par un courant d'intensité I. Donc, ce fil rectiligne infini, il est où? Bon, on peut mettre un peu de couleur. Il est ici en rouge à gauche. Alors, ce fil rectiligne infini parcouru par un courant I. Voilà. Et on va étudier le couplage avec une spire carrée. Une spire carrée M1, M2, M3, M4. M4, M3, M1, M2, très bien, très très bien. Donc ici, voilà, je vais mettre en vert le deuxième système, enfin deuxième système. Ici, la spire carrée, d'accord. Et on donne rien de plus hein, dans l'énoncé, donc pareil, ça c'est un sujet d'oral qui circule sur CCP. Où en fait, dans ce sujet d'oral, moi j'ai rajouté une question. Sujet d'oral, en fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire que, voilà, moi je vous demande de déterminer l'expression du flux magnétique hein, finalement échangé. La question du sujet d'oral initial, c'est déterminer l'inductance mutuelle. Voilà. Donc là, si la question c'était simplement ça, déterminer l'inductance mutuelle ici, voilà, directement. Donc là, je vous demande de passer évidemment par un flux calculé, un flux échangé, hein, pour se refaire un peu la main dessus. Alors, là, quand on étudie ça, on demande de donner l'expression, donc je vous demande de déterminer l'expression du flux magnétique développé par le fil à travers la spire carrée, donc spire carrée de côté B. Donc là, au côté B, et cette spire carrée est à une distance A du fil infini parcouru par un courant I, d'accord. Et il faut l'exprimer en fonction de μ0, donc perméabilité ici magnétique du vide, le courant I qui parcourt le fil infini et la distance A qui sépare le fil infini de la spire carrée et du côté B du carré de la spire. Bon. Alors là, on vous impose également ici un repérage ici cylindrique, ER, Eθ, EZ. Donc on a ER comme ceci, donc horizontal, EZ vertical ascendant, et Eθ perpendiculaire au plan de la feuille et rentrant, Eθ. Donc on a une base ici cylindrique. Donc on a une base ici cylindrique qui est donnée sur le schéma. Donc ça, il faudra faire attention, d'accord. Première chose, base cylindrique qui est imposée. Bon, alors, flux magnétique et en fait échangé qui permettra de déterminer l'inductance mutuelle. Ce que je vous rappelle, la relation comme qu'il faut connaître pour déterminer une inductance ici mutuelle, c'est finalement le flux ici, je peux le mettre là-haut, voilà. Alors soit vous mettez des lettres, hein, ici de 1 au travers 2, donc c'est le flux du fil au travers la spire, donc, ou soit vous mettez en toutes lettres, d'accord. D'accord. Donc flux ici du fil au travers de la spire. En fait, c'est le flux du champ B créé par le fil au travers de la surface S de la spire. Hein. C'est ça en fait. Hein. Attention, quand on écrit ceci, c'est la même chose que de dire finalement on avait écrit également le flux, rappelez-vous, de 1 vers 2. D'accord. Et en fait, ça c'est bien le flux du champ magnétique créé par le fil au travers de la surface S de la spire carrée. Hein. D'accord. Et ça, rappelez-vous, ça par définition c'est M fois I étant le courant qui génère le champ B. D'accord. Voilà. Et oui, en effet, donc on cherche ce coefficient d'inductance mutuelle, M, tel que ce flux, il faut que ce flux est changé, donc ça c'est un flux ici magnétique, ici échangé. Donc on cherche ce coefficient M, d'accord, qui je vous rappelle peut être positif ou négatif, hein, qui dépend de l'orientation des circuits, contrairement à l'inductance propre, hein, qui est toujours strictement positive. Donc chercher ce coefficient d'inductance mutuelle M, tel que le flux magnétique soit égal à MI. Alors il faudra calculer ce flux magnétique.
D'accord? I, finalement, bon, I, il est donné, hein, d'accord? Par contre, vous avez un fil infini. Et là, dans ce sujet d'oral, évidemment, on vous demande de retrouver là où vous n'avez pas les outils pour, hein, vous n'avez pas encore connaissance du théorème d'Ampère. Là, vous ne pouvez pas calculer. Là, il faut reprendre la partie courte, c'est le premier chapitre. Je vous rappelle que le champ magnétique créé par un fil infini est de la forme mu0i sur 2πr Eθ. D'accord? Il est orthoradial. Donc, dans cette configuration-là, vous voyez, pour un fil infini, pareil, c'est un modèle en physique qui permet finalement d'avoir une expression relativement simple du champ B créée au voisinage d'un fil infini parcouru par un courant I. D'accord? Donc, on y va. Bon, on va peut-être commencer à noter ici en correction. Voilà. Donc, ici, première question. Il faut calculer un calcul ici du flux magnétique échangé. Voilà. Donc on va calculer ce flux magnétique ici échangé. C'est-à-dire que je peux réécrire ce qu'on cherche maintenant, ce flux phi, entre guillemets, alors, du fil au travers la spire, hein, c'est pour également noter phi de 1 au travers 2. Ça c'est égal à MI, d'accord? Voilà. Où I est le courant, l'intensité du courant traversant le fil infini, d'accord? Voilà. Donc c'est un flux magnétique échangé entre le fil, bien sûr, entre le fil infini et la spire. Donc on a le modèle du fil infini et la spire carrée de côté B. Voilà. Alors, bien évidemment, on cherche M, I donné, il faut calculer ce flux magnétique échangé. Donc calculer le flux du champ B, créé par ce fil, au travers de la surface S, offerte par la spire. Donc là, il faut rappeler, là on rappelle, d'accord? On rappelle, alors ça c'est... Ça, je ne vous demande pas de l'apprendre, hein, cette année vous le retrouverez la prochaine, hein, là on rappelle, CF court, première conduction, que le champ B, donc que le champ magnétique, ici, créé par un fil infini, parcouru par un courant I, vaut... Alors, là je vais mettre en rouge, ça veut dire qu'il faut le connaître, je vais le noter ici, B, ici. Alors, ouais, je vais le dire tout de suite. Le problème, il y aura un gros problème, pas un gros problème. Ici, vous allez voir, donc c'est, rappelez-vous, hein, de toute façon, le champ magnétique, ici, il est proportionnel au courant I. On retrouve le fait que, voilà, le champ magnétique, ici, créé par ce fil infini, est bien proportionnel au courant I qui le traverse. Divisé, donc c'est B, donc on a ici un théorème de Gauss, on a théorème de Gauss, le théorème d'Ampère, on a ici un contour circulaire, donc périmètre du cercle, donc c'est 2πr, vecteur unitaire orthoradial, il est orthoradial, d'accord? Et là, ce qu'il faut voir, ce qui est très important, c'est que oui, ce champ magnétique, il est stationnaire, mais il n'est pas uniforme. Donc il est stationnaire. Donc on a un champ magnétique qui est stationnaire ici, mais non uniforme. C'est-à-dire qu'il dépend via la coordonnée R, hein, via la coordonnée radiale, il dépend ici de la position du point M dans l'espace. C'est-à-dire que là, attention au calcul du flux magnétique. D'accord? Donc là, je crois d'ailleurs que ça va être le premier finalement calcul de flux magnétique avec un champ B non uniforme. Bon, c'est pas si compliqué, hein. C'est juste que voilà, le flux magnétique ici ne va plus se réduire à un produit scalaire, un B scalaire S. Là, vous ne pouvez plus faire ceci. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, il faut calculer le flux de ce champ B, d'accord, au travers ici la spire carrée. D'accord? Donc on calcule ensuite, donc on rappelle, donc on calcule ensuite le flux ici du champ magnétique, ici bien évidemment qui est créé par le fil infini, au travers ici de la surface S, d'accord,
de la spire carrée. Et cette spire carrée, on va l'orienter. D'accord? On va l'orienter. Alors, orienter dans le sens... de toute façon, on verra après si je veux un flux positif. Tac, tac, tac. Selon θ. De M1 vers M2. Orienter, bah, comme sur le schéma, d'accord? De M1 vers M2. D'accord? Donc, j'oriente ici mon contour fermé. Donc, j'oriente... Attention, c'est pas le courant. Ici, j'oriente voilà, directement la spire carrée. Cette orientation va me permettre d'orienter le vecteur surface. D'accord, le vecteur surface, c'est également le vecteur surface élémentaire. D'accord. Donc ici, on calcule le flux magnétique échangeant, donc le flux du champ B au travers de la surface S de la spire carrée. Hein, d'accord. En fait, ce sera même une surface élémentaire, parce que, regardez, on reprend la définition, donc c'est ce flux. Alors, je vais noter de 1 vers 2, d'accord, donc flux de 1 vers 2, donc là, c'est la double intégrale de B scalaire ds, voilà, comme ceci. D'accord. Avec, bon pareil, on reprend de bonnes habitudes. B, B il est comme ceci. Donc c'est mu0i sur 2πr Eθ. Donc là, de par la dépendance en 1 sur R et de par le vecteur unitaire orthoradial Eθ, là, on n'a plus de constante vectorielle, déjà. Donc on n'a plus de constante vectorielle. Ici, voilà. Ici, en R et Eθ, donc ici. Et après, bon, ce qui ne change pas, c'est la surface qui reste plane, d'accord. Mais par contre, ici, là, il faut considérer une surface élémentaire. Alors, quand on regarde la spire ici, qui est carrée, hein, d'accord, on va considérer ici, alors compte tenu de la base, il faut représenter ici, voilà, ds, voilà, le vecteur surface élémentaire. Donc, ça sera le vecteur surface ici élémentaire. D'accord. Pareil, donc ça sera ds, je vous rappelle, hein, orienté, tel que ds égale ds selon n, c'est-à-dire qu'on va orienter ce vecteur surface élémentaire. Alors déjà, l'orientation, bah, compte tenu de l'orientation que j'ai ici proposée. D'accord, pareil, de toute façon, ça changera le signe de l'inductance mutuelle. Hein. J'ai proposé cette orientation-là, d'accord, pour avoir un flux positif. En effet, si j'enroule les doigts de la main droite, attendez, je vérifie quand même, hein, parce que je l'ai fait de tête, si j'oriente mes doigts de la main droite dans ce sens-là, mon pouce descend, donc j'ai un vecteur surface qui est également comme ceci. Voilà, donc S, ici, est bien selon Eθ. D'accord, c'est bon pour tout le monde. Alors moi, c'est un ds. Bon, c'est un vecteur ds, c'est un vecteur surface élémentaire. J'ai rajouté un petit d. Bon, après, c'est juste le point de vue qui change. Donc là, il sera orienté selon Eθ. Maintenant, la norme de ce vecteur surface élémentaire, donc c'est un vecteur qui est bien perpendiculaire au plan de la spire, perpendiculaire au plan de la feuille forcément. Ici, la base, regardez, on a ER, EZ. Donc si je prends un petit élément de surface, ça sera un petit élément ici de ma surface. Donc un petit élément ici en coordonnées cylindriques, je vous rappelle. Là, compte tenu des axes, hein, regardez, attention, hein, la spire carrée, elle est contenue dans le plan défini par les vecteurs ER, EZ. Donc forcément, une petite surface, ici, directement, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre un DRER, d'accord? Donc ça sera, c'est comme un déplacement élémentaire en fait. Hein. Ces déplacements élémentaires vont être le produit des deux quantités, hein, des deux déplacements élémentaires selon ER, EZ. Donc ça sera en fait un DRER, un DZ, d'accord. Et si on fait le produit, ça fera directement un DR, DZ. Donc là, faites attention, il n'y a pas de R dθ ici, hein, parce que la spire, ici, elle est contenue dans le plan défini par ER, EZ. Donc là, la surface élémentaire, ça sera DR, DZ. Regardez bien le schéma. On a ER comme ceci, DEZ comme ceci, d'accord. Vous pouvez repasser par un vecteur déplacement élémentaire, un D2OM égale dans ce plan-là. Mais là, on peut voir directement que le vecteur surface DS, attention ici, il va s'écrire comment? Il va s'écrire DR, DZ, Eθ, d'accord. Puisqu'ici, la spire, ici, elle est contenue dans le plan ici des vecteurs unitaires ER, EZ. D'accord.
Donc on fait le produit des deux variations élémentaires, hein, selon ER et selon EZ, et on a le vecteur surface élémentaire perpendiculaire au plan de la spire, donc dr, dz, ici Eθ. Et ça c'est le vecteur surface élémentaire de la spire, d'accord? C'est un vecteur surface élémentaire qui va me permettre ici également d'effectuer le produit scalaire. Donc là, vous voyez, on est bien dans un calcul différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ah bah tiens, ça se résume à B scalaire S, car voilà, on avait, rappelez-vous, une surface plane et un champ B, rappelez-vous, uniforme. D'accord, champ B uniforme, blablabla. Donc là, ça, on n'y est pas. Ça, on n'y est pas, on le voit ici dans cette configuration. D'accord? Bon, c'est juste un calcul un peu plus amoureux, mais plus amusant quand même, hein, c'est quand même plus amusant. Donc d'où, finalement, le flux magnétique est changé. Hein, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc là, alors là, attention. Là, vous voyez, on va intégrer selon R et selon Z. Donc on va préciser les bornes d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, on va à la fois intégrer sur R, on va à la fois intégrer sur Z. Bon, j'aurais pu laisser plus d'espace quand même, bon, c'est pas grave. On regarde le schéma, ici, voilà. Pour, ici, la coordonnée radiale de ma base cylindrique, vous voyez, par exemple, une distance A qui sépare le fil de la spire de côté B. Ici, je vais intégrer, par exemple, alors si je prends l'origine, hein, sur, finalement, parce que là, j'ai passé ma base arbitrairement, elle est passée ici, mais si je place l'origine au niveau du fil infini, je vais intégrer entre R, ici R égale à A. Donc R étant la distance qui sépare finalement la spire ici du fil. Donc lorsque R égale à 0, forcément ici ce côté-là arrive au niveau du fil. Donc je vais intégrer entre R égale à A et R égale A plus B. D'accord? Et pour Z, bah Z, si je passe origine ici, entre Z égale à 0, Z égale à 0 et Z égale à B. D'accord? Donc j'intègre entre R ici, donc la coordonnée radiale entre R égale à A et R égale A plus B. Alors que Z, voilà, si je fixe bien mon origine, entre Z égale à 0 et Z égale à B. Donc là, j'aurai du mu0i sur 2pi r. On a du Eθ, bah, ça tombe bien. De toute façon, vous pouvez avoir uniquement sur l'intégrale un produit scalaire de deux vecteurs identiques. Hein, sinon, vous allez avoir 0 et le flux unique sera nul. Donc là, on a bien dr, dz ou θ. Donc on trouve bien le fait que Eθ scalaire Eθ, ça nous donne 1. D'accord? On sort tout ce qui est constant. D'accord? Enfin, tout ce qui ne dépend pas de R et de Z ici. Donc mu0i. D'accord? Sur 2pi. Ici, je vais intégrer donc entre A et A plus B. Alors qu'est-ce que je vais intégrer? Attention, du dr sur R. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Au niveau de la coordonnée radiale, ici, j'ai du 1 sur R qui apparaît. Donc ici, on aura du dr sur R. Ici, entre 0 et B, 1 dz. D'accord? Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Donc l'intégrale ici, bah, ça c'est simple, ça nous donne B. Ça, faites attention, je vous rappelle, ça fait du ln de R, donc ça fait ln de A plus B sur A. Donc on aura mu0i sur 2pi fois B ln, donc j'ai dit ici, borne supérieure A plus B, borne inférieure, ça fait A. Et voilà. Voilà pour le flux magnétique échangé. D'accord? Voilà. On retrouve bien, compte tenu de l'orientation, un flux magnétique ici échangé positif. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, CF. Orientation sur le schéma. Donc voilà, orientation. D'accord, qui sont données hein, ici, voilà, directement. Bon. Voilà, directement. Alors, une fois qu'on a ça, bon, il est très simple, par identification, d'en déduire directement l'inductance mutuelle. Donc c'est la deuxième question. Voilà, par identification, avec la première relation qu'on avait notée tout en haut, on en déduit, on en déduit le coefficient d'inductance mutuelle, d'accord, dans cette
configuration, d'accord. Donc c'est la question en fait finalement le sujet d'oral, c'est ça en fait, hein, c'est déterminer la configuration, déterminer le coefficient m, donc m, d'accord. Donc je vois qu'il est relativement simple hein. Ici, donc il sera sûrement équilibré avec un second sujet plus compliqué, mu0i ici sur 2pi. Non, pas de i, je recopie bêtement ce que j'ai écrit au-dessus, mais forcément il n'y a plus de i, hein, d'accord. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai le flux magnétique échangé, d'accord, donc je divise le flux magnétique échangé par i et j'ai m1, donc je divise par i hein, forcément, donc j'ai mu0 b sur 2pi, ln de a plus b sur a, donc ici, d'accord, il est positif, ici, compte tenu de l'orientation, ici que je vais proposer sur l'aspire. Voilà. Voici le coefficient d'inductance mutuelle. D'accord, donc également s'exprime en Henry. Hein. D'accord, et la différence d'inductance propre, il peut être positif ou négatif, tout dépend de l'orientation. Donc vous choisissez. D'accord, voilà. Et qui tient compte des flux magnétiques échangés. Donc voilà, un petit exercice d'application, d'accord, sur ce genre de calcul. Ça permet de revenir sur les flux magnétiques échangés. D'accord. D'ailleurs, le suivant également, on va revenir sur ça. D'accord, c'est important de savoir les calculer. C'est sur la mesure. Donc là, on a calculé, on a estimé hein, de manière théorique l'inductance mutuelle ici entre infini et spire carré. L'exo suivant, donc le 7, il est ici, on continue, 7e exo. On va étudier un montage qui permet de mesurer. Donc cette fois-ci, mesurer une inductance mutuelle. Donc là, vous voyez, c'est directement quelque chose d'un peu plus concret parce qu'il y a des applications numériques. Donc on peut ici passer au calcul, d'accord, on peut vérifier la cohérence de votre démarche. Et là, c'est voilà, une méthode expérimentale qui permet d'estimer ici une inductance mutuelle. Donc pareil, ici mutuelle M, qui sera forcément liée au flux magnétique échangé. D'accord. Donc c'est axe numéro 7, à mesure d'une inductance mutuelle. Donc pareil, toujours lié au flux ici magnétique échangé. Ça, faut bien l'avoir en tête. Inductance propre, flux magnétique propre, inductance mutuelle, flux magnétique échangé. D'accord. Échangé ou mutuel, hein. C'est pareil, j'ai pas dit, mais c'est voilà, inductance mutuelle, c'est flux magnétique mutuel ou échangé. D'accord. Voilà. Alors on y va, on lit ensemble, on va décrypter l'énoncé, on prend le temps de lire ici. Donc comme vous faites en DS. Hein. Donc on a un montage qui permet de mesurer, donc on souhaite mesurer le coefficient d'inductance mutuelle entre deux bobines. Donc on a deux bobines ici, voilà. Et on trouve ce coefficient d'inductance mutuelle M, hein, qui traduit l'interaction, les flux magnétiques échangés, hein, de 1 au travers 2, de 2 au travers 1. Les deux bobines se font face. D'accord, voilà, et on précise leur inductance propre. L1, L2, M étant l'inductance mutuelle. La première bobine de gauche, elle est en série, avec une résistance de 100 ohms. Et un générateur de tension sinusoïdale. Ah, là on a un GBF. Donc la première bobine est en série avec une résistance R, on donne sa valeur, et un GBF. Donc là vous avez un GBF qui délivre une tension E0, hein, d'accord. C'est-à-dire que là, quand vous voyez ici tension sinusoïdale E0, la fréquence 2 kHz, dites-vous que là, il y a un GBF. L'étude, forcément, il y aura probablement une étude en régime sinusoïdal forcé. Ensuite, il y a deux tensions. Il y a une tension qu'on borne aux bornes de R. Attention, U1 n'est pas prise aux bornes de L1. U1, regardez le schéma, U1 est prise aux bornes de la résistance R. Les tensions U1 et tension U2, d'accord, la tension U2 est prise comme ceci. D'accord. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez ici le schéma, la bobine 2, on a un circuit ici directement qui est ouvert. Hein, d'accord. Vous avez la tension U2 pour la tension U2 borne de la bobine. D'accord, deuxième bobine d'inductance L2. Et les deux tensions sont mesurées grâce à un oscilloscope supposé idéal. Et on vous rappelle qu'un oscilloscope supposé idéal, d'accord, possède une impédance, une résistance d'entrée, une impédance d'entrée quasiment infinie. D'accord. Bon. Alors, quelle est l'intensité du courant circulant dans la bobine 2? D'accord. Donc là, que vaut ici l'intensité du courant circulant dans la bobine 2? Bon, là pareil, donc ce serait le courant I2, d'accord, que vaut-il? Donc il est ici. Première question. Ah bah là, il faut partir du fait que là, vous avez
La tension U2, ça c'est mesuré, c'est visualisé que vous avez un oscilloscope. Là, il faut bien comprendre que là, vous avez un oscilloscope. Et l'oscilloscope est supposé idéal. Donc là, on va rappeler qu'un oscilloscope ici idéal, voilà, possède une impédance d'entrée infinie. Possède une impédance d'entrée ici, une impédance ou une résistance ici, comme c'est une résistance d'entrée, quasi infinie. Et cette impédance d'entrée quasiment infinie, elle s'oppose, vous le savez, hein, plus l'impédance est élevée, plus la santé est élevée, plus le courant sera faible. Donc elle s'oppose au passage du courant, c'est-à-dire que finalement, le courant I2 tend vers 0. L'impédance ici, vous voyez, d'entrée de l'oscilloscope est tellement grande que le courant I2, circulant ici dans la deuxième bobine, le courant I2 tend vers 0. D'accord? Voilà. Le courant I2 tend vers 0. C'est-à-dire que finalement, voilà, mettez la tension, c'est-à-dire que l'oscilloscope est de bord de la bobine, tout simplement, hein, d'accord? Les deux, vous voyez, hein, encore les circuits électriques, ça par contre, on a fait beaucoup de montage en ELEC, on les a tous fait en ELEC. Hein. En ELEC, on a fait pas mal de montage d'épées d'ELEC. Vous mettez directement deux fils, plus et moins, au bord de la bobine et vous branchez directement l'oscilloscope. Hein, d'accord? Donc le courant I2 devrait tendre ici, doit tendre vers 0, mais dans ce cas-là, vous avez une bobine 2, d'accord? Donc une bobine, la deuxième bobine, d'accord? Ici, directement, sera-t-elle, finalement, que sa tension, également si I2 tend vers 0, je rappelle une bobine est telle que la tension ici soit proportionnelle aux variations temporelles du courant cette borne. Si le courant tend vers 0, le courant est constant, sa tension également va tendre vers 0. Hein, d'accord? Donc par définition ici, la deuxième bobine, ici, directement, ici supposé également idéal, hein, d'accord, il n'y a pas de résistance interne, donc la deuxième bobine, supposée idéale, d'accord, voilà, est telle que, voilà, sa tension, ici, U2, voilà, U2 égale L2, dI2 sur dt, mais on vient de voir que forcément, le courant ici, I2 tend vers 0, donc les variations temporelles ici seront nulles, donc également, cette tension tend vers 0 lorsque I2 tend vers 0, d'accord? Alors ça, évidemment, ce n'est pas compatible, c'est-à-dire que là, il y a finalement une incohérence, c'est-à-dire que finalement, en effet, hein, on mesure une tension, de toute façon, on le voit ici, voilà. Question numéro 3, il faut aller un peu plus loin dans l'énoncé, je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude je lis toujours tout, plus ou moins toutes les questions, là je ne l'ai pas fait. Vous voyez, voilà, les tensions de l'oscilloscope, on donne les amplitudes, on donne, vous voyez, U2 0,5 volts. C'est-à-dire que, oui, il est bien plus faible que la tension ici, U1, mais la tension U2, vous voyez, est bien non nulle, donc forcément, ça c'est pas compatible, d'accord? Donc ça c'est la tension ici qu'on relève qui tend vers 0, d'accord, n'est pas compatible. Donc ça c'est pas compatible avec le relevé de la question 3. Donc n'est pas compatible avec le relevé ici expérimental de la question 3, à savoir, on vous donne une amplitude U2 de 0,5 volts quand même, d'accord? Alors pourquoi il faut prendre en compte ici cette amplitude de 0,5 volts? Parce que ça en fait, ça tend vers 0. Oui, ils sont tient compte que ça c'est une inductance propre. Hein. Ça c'est l'inductance propre, donc liée au flux propre. D'accord? Donc là, oui, en effet, la tension de bande de la bobine, elle tend vers 0 si on ne tient compte que du flux propre. Mais il y a un flux mutuel, donc il y a un flux échangé. D'accord? C'est-à-dire que là, forcément, si on tient compte du flux échangé, hein, d'accord, le flux de 1 au travers 2, là, il y aura une tension non nulle. D'accord? La tension U2 sera non nulle. D'accord? Donc là, on a bien un relevé expérimental, ici, une tension U2 qui est non nulle. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il faut prendre en compte, d'accord? Prendre en compte, ici, les flux magnétiques échangés. Voilà. Donc ne pas oublier ici les flux magnétiques
échanger. Et là, on pourra faire directement, voilà, ça se prêtera bien, flux de 1 au travers 2 et flux de 2 au travers 1. D'accord? Là, ça se prête bien. Voilà. Ok. Donc là, oui, voilà, d'après le comportement habituel de la bobine, donc là, c'est la relation de tension courant, que vaudra tension U2, à travers 0. Pourquoi cette loi n'est-elle pas applicable ici? Parce qu'en fait, on le voit, c'est pas applicable au relevé de tension, ce qu'il faut prendre en compte, les flux métriques échangés. Donc là, je vais lire un peu plus en détail les questions d'énoncé, d'accord? Exprimer la tension U2, vous voyez, en fonction de M, et la tension U1. Alors faites attention à la tension U1 borne de R. Donc il faut exprimer U2 en fonction de M et U1. Bon, ça d'accord, c'est la question la plus importante parce que c'est celle qui conditionne la réussite de l'exo. Parce qu'une fois que vous avez ça, on va de calculer M, sachant que l'on connaît les amplitudes de U2 et U1. Alors attention, U1 et U2 sont des tensions. Là, on vous donne des amplitudes de tension. Donc il faudra juste faire attention. Attention. Là, on vous donne les U1 U2, hein, ce sont les tensions, hein, d'accord? Ça, ce sont les amplitudes. Et après, voilà, on demande de calculer, puis on fait varier directement ici l'angle entre les deux bobines, va savoir ce qui change expérimentalement. D'accord? Alors, là, ce qu'il faut faire, là vous avez finalement une représentation des flux de l'échange magnétique, hein, du couplage. On a un couplage magnétique, hein, tout simplement. Et on a l'inductance ici mutuelle. Ce qui serait bien finalement de faire apparaître, c'est l'équivalent électrique, mais en convention générateur. Rappelez-vous, en convention générateur, les champs électriques équivalents vont faire apparaître les tensions induites totales. Et ces tensions induites totales doivent prendre en compte les flux totaux. Les flux totaux au travers finalement chaque circuit. D'accord? C'est-à-dire que finalement, on va refaire ce schéma électrique, hein, d'accord? Donc on n'oubliera pas la tension de commande du GBF, hein, sinusoïdale, la tension de bande de R, mais on va remplacer, rappelez-vous, hein, comme on a fait dans le cours, je l'ai sous la main, voilà, ici, voilà. Rappelez-vous, dans les circuits électriques équivalents, voilà, on avait fait ça. On avait estimé les flux totaux traversant chaque circuit, hein, les flux propres, les flux échangés, flux propres, flux échangés, la loi de Faraday, hein, d'accord, qui va tenir compte finalement des deux phénomènes, hein, d'auto-induction, l'auto-induction et l'induction ici de 2 à travers 1. Et là, voilà, les schémas électriques. Là, c'est ce qu'on a dans l'énoncé, on vous donne directement, voilà, c'est cette configuration-là, avec I1, I2, la tension aux bornes des deux bobines, le coefficient M, d'accord. Nous, on peut rebasculer en cette convention générateur, là, c'est convention récepteur, où on trouve la relation caractéristique, hein, des bobines, directement UL égale. Et là, cette vision en convention générateur est donnée directement par loi de Faraday. Mais on va quand même réécrire les flux totaux, on ne va pas directement écrire ceci, on va quand même repasser par l'expression des flux totaux traversant ici chaque circuit. D'accord? Ça c'est important de savoir le réécrire. D'accord? Bon. Alors, voilà. Voilà, c'est la question numéro 2. Voilà. Donc on va écrire que le flux magnétique total, ici, traversant le circuit 1, donc à gauche, en amont. D'accord? Alors que là, le flux magnétique total, donc prenons en compte les flux magnétiques ici propres et échangés, rappelez-vous. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement noter Φ1. Φ1, ça c'est un flux propre, Φ de 1 au travers 1, plus un flux mutuel, un flux d'échange de 2 au travers 1. Ça c'est quoi? Alors ça c'est ici, ça c'est quoi? C'est L1, I1. D'accord? Alors pareil, j'ai pas I1, il est ici. D'accord? Imposé ici par GBF, convention récepteur pour R, convention récepteur pour L1. Donc on aura L1, I1. L1 fois I1. D'accord? Pardon. Plus MI2. D'accord? Donc on trouve bien la somme d'un flux magnétique propre et d'un flux magnétique échangé. D'accord? Traversant ici le circuit C1, flux magnétique total. D'accord? Donc pareil, le flux magnétique total traversant circuit 1, loi de Faraday, donc on peut appliquer la loi de Faraday, nous donne la force électromotrice induite ici. D'accord? Donc la loi de Faraday.
ici nous donne directement ici la force électromotrice induite. Dans le circuit 1, donc pareil, loi de Faraday, la FM induite ici dans le circuit 1, d'accord, qui tient compte, allez je le note, des flux propres et des flux, enfin du flux propre et du, pardon, flux échangé. On y va. Donc rappelez-vous, donc on aura une UFM induite dans le circuit 1 telle que E1 égale moins dφ1 sur dt. Donc on aura moins L1 dI1 sur dt moins M dI2 sur dt. D'accord? Voilà. Même raisonnement pour le circuit 2. D'accord? Donc même raisonnement. Donc même démarche, même raisonnement pour le circuit 2. Où apparaît, je vais numéroter mes équations, équation 1, la FEM induite. Donc pareil, deuxième circuit, d'ailleurs que là je ne vais pas faire le bilan des flux totaux, vous l'aurez compris, je l'ai fait entièrement pour le premier circuit. Donc là on aura E2, donc on aura ici moins dφ2 sur dt, moins L2 dI2 sur dt, d'accord, moins L2 dI2 sur dt, d'accord, et après n'oublions pas ici moins M dI1 sur dt, d'accord, voilà, ici les deux lois de Faraday qui donnent les deux tensions induites dans les deux circuits, d'accord, équation 1, équation 2. Alors d'ailleurs, vous voyez, on retrouve tout de suite, alors même si finalement U2 égale moins E2, vous voyez, on peut déjà répondre ici à la première question de cette manière-là également. C'est-à-dire que U2 égale moins 2E, d'accord? C'est-à-dire que même ce terme-là tend vers 0. En effet, ce terme-là tend vers 0. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait une tension ici résiduelle? Ça explique qu'il manque un terme. Et ce terme, c'est quoi? C'est ça. Donc voilà, même si ça tend vers 0, ça tend vers 0, on va les réécrire, de toute façon, ça tend vers 0, compte tenu de ceci, parce que le courant I2 tend vers 0. On a une tension de 0,5 volts, c'est dû à quoi? C'est dû à ça. Voici en fait, les 0,5 volts, c'est dû finalement au flux mutique échangé. D'accord? Flux mutique de 1 au travers 2. Voici la réponse également à la première question. D'accord? Voilà. Ensuite, ça permet de tracer le schéma électrique équivalent convention générateur. Donc schéma électrique ici directement en convention. Voilà, générateur. Où là, on va reprendre la structure du schéma électrique. On a déjà un schéma électrique, mais je vous rappelle, sans le laisse, c'est juste ça qu'on modifie. D'accord? Rappelez-vous, il faut être capable de passer de l'un à l'autre, d'un point de vue à un autre, d'un point de vue générateur à un point de vue récepteur. Ce qui change, c'est finalement vous remplacez ce récepteur bobine par la FEM. Attention, convention, vous voyez, dans le même sens, on va flécher dans le même sens. D'accord? Alors que là, on a bien fléché dans le sens opposé pour une convention récepteur. D'accord? Donc c'est parti, on y va. Alors, schéma électrique équivalent, on avait E0, la tension imposée par le GVF, on est en régime sinusoïdal forcé. On a toujours la résistance ici, R d'étude, c'est aux bornes de cette résistance que l'on prend, que l'on visualise la tension UA, d'accord, on donne l'amplitude UA. Et vous voyez, ce qui va changer, c'est ça finalement, c'est ici directement, plus de bobine d'inductance propre L1. On fait apparaître un générateur de tension induite. D'accord? Voilà, on fait apparaître ici le courant I1. Alors déjà, j'ai fléché I1. Une fois que j'ai fléché I1, c'est simple. J'impose une convention générateur. Donc E1, il est comment? Il est là. Voilà, et E1, il est là. D'accord? Donc je souligne, tac, tac, convention générateur.
circuit 1. Circuit 2, on est en regard ici directement. Tac, tac. Je fais pareil, j'avais fléché un courant I2 comme ceci. D'accord? Donc là, FEM induite également, convention générateur, E2 de T. Tac, tac. D'accord? Voilà. Alors, bon. Alors, ensuite, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'on a un oscilloscope ici idéal, pardon, j'ai oublié ma tension U2, que l'on branche ici, hein, donc U2, et on trouve bien le fait que U2 égale moins E2. Vous voyez, U2 égale moins E2. Donc on branche ici un oscilloscope idéal, c'est-à-dire que finalement, I2 tend vers 0, d'accord? Et on a vu que le terme en flux propre tend vers, enfin, la tension L2 D2 sur dt tend vers 0. Ça va simplifier l'expression des tensions E2 et E1. En effet, si dans tous les cas, hein, ici ce terme-là tend vers 0, c'est-à-dire que finalement I2 tend vers 0, tend vers une constante, sa dérive temporelle est nulle. C'est-à-dire que aussi bien ce terme-là tend vers 0 que ce terme-là également tend vers 0. Compte tenu de ce qu'on a vu dans la question 1, ça tend vers 0 et ceci également tend vers 0. D'accord? Donc compte tenu de I2 qui tend vers 0, d'accord, on réécrit finalement. On réécrit quoi? On va réécrire deux choses. On va réécrire l'équation 1. L'équation 1 va nous dire que ici, E1, donc la force électromotrice, hein, ici induite dans le premier circuit, elle va se réduire à moins L1 dI1 sur dt. D'accord? Et dans le second cas, E2 se réduit à moins M dI1 sur dt. D'accord? Voilà. Donc ça, attention. Voilà, compte tenu ici de ce que l'on vous donne dans l'énoncé. D'accord? Voilà. D'accord? E1, E2. Je réécris les équations 1 et 2. Bon. Alors, attention, je vous lis la question. Exprimer la tension U2, d'accord, en fonction de M, ici, et U1 de T. Donc on cherche, attention, on cherche U2 en fonction de M et U1. Donc là, on veut U2 en fonction de U1 et de coefficient M. D'accord? Voilà. Ça, faut pas le perdre de vue. Faut pas le perdre de vue. D'accord? On a réécrit nos deux ici équations. U2 apparaît où? U2 apparaît ici. U2, on a ici directement la relation U2 égale moins E2. D'accord? Donc, on peut réécrire. Donc, on voit clairement, d'accord, le fait que ici, U2 égale moins E2. D'accord? U2 égale moins E2 égale donc plus M dI1 sur dt. Donc là, j'ai une relation entre U2, M et I1. Moi, je vais en fonction de U1. Bon, on y est presque. Hein. Il suffit juste de faire quoi? D'exprimer I1 en fonction de U1. I1 en fonction de U1, c'est quoi? C'est une loi d'Ohm. Hein. On applique une loi d'Ohm ici à R. D'accord? R, attendez. C'est R ou R? J'aurai le schéma. Non, c'est R. Donc on applique ici directement une loi d'Ohm à R. Donc on aura ici U1 de T. U1 égale R I1. On est bien en convention récepteur. D'accord? Et ça nous mène directement à la relation que l'on cherche. Donc on va remplacer I1 par U1 sur R. Donc on aura U2. U2 égale à quoi? Donc I1 c'est U sur R, donc on aura M sur R. M sur R fois DU1 sur DT. Voilà directement la relation que l'on recherche compte tenu des approximations effectuées. Compte tenu de ceci. D'accord? Une relation très simple entre les tensions U1 et U2. D'accord? Enfin, ici U2 égale M sur R, DU1 sur DT. Voilà, donc ça c'est par rapport aux signaux, par rapport aux signaux U1 et U2. Question numéro 2. Je regarde le temps. Ah oui, 1h14 déjà. Oh là là, bon. Voilà. Question numéro 3. Alors, ça là intéressante. Pardon, ne le voyez pas. Calculer
M, sachant que les tensions lues à l'oscilloscope ont des amplitudes. Voilà, on donne les amplitudes. Voilà, on va terminer par ça cet exo, je pense. Voilà, ça je ferai l'oral rapidement. On vous donne les amplitudes des tensions. D'accord. Il faut calculer, le but de l'exo, c'est calculer ici l'inductance mutuelle, hein, ici de ce système. Bon, on vous donne des amplitudes. Là, une relation, je dis, entre des signaux, ici électriques. Bon, comment passer d'une amplitude à ici, des signaux à une amplitude, sachant que vous êtes en RSF, bah, on va passer notamment par l'étude en notation complexe. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer cette relation ici, donc c'est peut-être l'équation numéro 3. Donc ici, en RSF, à la pulsation oméga, donc en régime sinusoïdal forcé, à la pulsation oméga imposée par le GVF, imposée par le GVF, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réécrire 3. L'équation numéro 3, on réécrit 3. On réécrit l'équation numéro 3 ici en notation complexe. Alors si on réécrit ici en notation complexe, on aura U2. Alors comment je vais écrire U2? Bon, U2 bar égale M sur R, donc coefficient réel. Et là, l'intérêt, c'est de faire apparaître, vous voyez, la dérivée temporelle, hein, une fonction à valeur complexe, d'accord, d U1 bar sur dt. Bon, ça, vous le savez, hein, ça va vous donner directement le J oméga. D'accord, l'opérateur dérivé temporel, donc ça fait J oméga, M sur R, U1 bar. D'accord, voilà. En, ici, notation complexe, voilà. Donc là, on a des signaux complexes. Un signal complexe, voilà. Un signal complexe que finalement, donc nous on cherchait U2, U2, un signal complexe. Je prends l'exemple de U2 par exemple, c'est-à-dire que le signal complexe U2 bar peut se mettre sous la forme d'une amplitude réelle, rappelez-vous U2, ça c'est pour une notation. Hein. Donc notation, signal complexe U2 bar égale une amplitude réelle U2, l'exponentielle, rappelez-vous c'est U2 cos oméga t plus phi, donc exponentielle de J oméga t plus phi, alors phi 1 différente phi 2 éventuellement, donc peut-être phi 2 ou pas une phi 2, d'accord, voilà. Directement, donc U2 exponentielle J oméga t plus ici, voilà. Et en fait, rappelez-vous, ça vous définit directement un U2, ici amplitude réelle exponentielle J phi 2, exponentielle J oméga t, rappelez-vous la séparation. Ça vous donne ici l'amplitude ici complexe, d'accord? Donc on aura U de bar exponentielle J oméga t, et cette amplitude complexe, U de bar, d'accord? C'est U2 exponentielle J phi 2, U2 exponentielle J phi 2, et l'amplitude complexe, associée au signal complexe. Voilà, donc on repasse à l'amplitude complexe, ça fait une petite révision. Et l'intérêt de l'amplitude complexe, c'est qu'elle contient, rappelez-vous, les deux informations utiles pour caractériser le régime sinusoïdal forcé. En effet, si vous prenez le module de l'amplitude complexe, vous avez l'amplitude réelle. Si vous prenez l'argument de l'amplitude complexe, vous avez phi 2. Ça va? Donc amplitude complexe, finalement, ce qui m'intéresse ici, c'est simplement l'amplitude réelle. Donc tel que l'amplitude réelle, U2 égale le module de U2 bar. Voilà, ce que je cherche, c'est U2. Bah, si je prends le module de ça directement, c'est simple, hein, ça fait directement oméga MR U1. Donc oméga MR. Alors quand je dis U1, c'est l'amplitude U1. D'accord? U1 bar, même chose. Hein. U1 bar, exponentielle J oméga t. Et l'exponentielle J oméga t se simplifie. Hein. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait de tête, mais l'exponentielle J oméga t se simplifie à gauche et à droite. Là, je raisonne sur l'amplitude réelle et je prends ici directement le module des amplitudes complexes, hein, à gauche, à droite. Là, j'ai pris exemple sur le signal complexe U de bar pour faire apparaître l'amplitude réelle. D'accord? Voilà. Alors, l'application numérique, ici, je vous laisse la reprendre. On donne la fréquence de 2 kHz, c'est l'amplitude U1 de 3. Donc, ça, c'est connu. Oméga, c'est 2πf. D'accord? U2, c'est 0,5. U1, c'est 3. La résistance ici, c'était 100 ohms.
Voilà, donc l'application numérique, là c'est un petit peu de place. Compte tenu des valeurs qu'on vous donne, on trouve ici de l'ordre, donc avec deux chiffres significatifs, 1,3 millihenri. D'accord, je vous le rappelle, l'unité, ce sont des henris pour toute inductance, hein, qu'elle soit propre ou mutuelle. D'accord. Voilà. Bon, après, le changement d'orientation, ça dépend ici de la configuration que l'on vous donne. Comment modifier la valeur, hein, de M lorsque l'angle de rotation ici vaut 180. Donc rotation de 180, finalement, on va ici, il n'y aura pas de changement parce qu'il y aura une compensation, hein, ici liée à des conventions d'orientation qui seront opposées. À 90 degrés, on va retrouver ici une inductance qui sera mutuelle, qui sera plus faible. Et si on aligne, au contraire, elle sera plus grande. D'accord. Voilà. Mais le plus important, vous voyez, c'est vraiment l'esprit, la démarche. Ici, ne pas louper ça. Ne pas louper le fait que DI2 sur DT tend vers 0. Se rappeler que les flux magnétiques totaux prennent en compte les flux magnétiques propres et flux magnétiques ici échangés. D'accord. Et passer le schéma électrique ensuite en convention générateur. D'accord. Et après, bon, voilà, vous avez un GBF, tension sinusoïdale. L'étude du régime sinusoïdal forcé, hein, ici, voilà, permet de passer en notation complexe et d'en déduire l'amplitude réelle. D'accord. Voilà. Voilà pour cet exercice, exercice numéro 7. Allez, un petit dernier pour la route, un petit dernier pour cette dernière séance de TD à proprement parler sur l'exercice numéro 8, hein, les solénoïdes imbriqués donc toujours sur des flux propres et des flux magnétiques échangés. D'accord. Donc là, pareil, donc j'anticipe un peu, je propose une correction ici. Donc là, on va également lire l'énoncé ici. D'accord. Alors là, cette fois-ci, on a deux solénoïdes. Rappelez-vous, en cours, on avait une petite bobine à l'intérieur d'un solénoïde supposé infini. On a deux solénoïdes de même axe OZ, d'accord, orientés de gauche à droite, de même longueur L et de rayons R1 et R2 tels que R2 soit supérieur à R1. Donne les rayons. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Donc ils présentent tous les deux le même nombre de spires N. Donc N1 égale N2 égale à N, ça va. On suppose que la longueur est très supérieure au rayon. Ah, ça veut dire que finalement, ouais, je vais dire L1 sur R1, mais en fait, ça sera, ouais, je peux noter ça, hein, L1 sur R1, donc c'est L sur R1, d'accord. Eh bien, ceci, on a également L2 sur R2, ceci. Ça vous implique, hein, le modèle du solénoïde infini. D'accord, donc dès que vous voyez ça dans l'énoncé, modèle du solénoïde infini, pour lequel, vous voyez, vous retrouverez la prochaine l'expression, vous allez le retrouver grâce au théorème d'Ampère également, du champ B, hein, créé ici à l'intérieur en mu0 NIEZ, à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, le champ électrique est supposé nul. Alors la bobine intérieure, vous voyez, elle est parcourue par un courant I sinusoïdal en I cos oméga t. D'accord, donc I1 égale I cos oméga t. Ça sera important pour la suite, avec une amplitude du courant égale 1 ampère. La bobine extérieure est en court-circuit. Donc ici, la bobine de rayon R2 est en court-circuit. Alors ça veut dire quoi en court-circuit? C'est-à-dire que la tension à ces bornes est nulle. D'accord. C'est-à-dire que si on note U2, la tension aux bornes de la bobine, rappelez-vous, court-circuité ici un dipôle, ici une bobine, c'est-à-dire que la tension à ces bornes est nulle. C'est-à-dire que si on note U2, la tension aux bornes de la bobine 2, c'est-à-dire que U2 égale à 0. D'accord. Je vous rappelle, circuit ouvert, coupe-circuit I2 égale à 0, court-circuit, c'est un fil, on va court-circuiter, on met un fil aux bornes, d'accord, directement de cette deuxième bobine, la tension ici U2 est nulle. On court-circuite la bobine telle que sa tension ici U2 soit nulle. Donc le schéma de l'orientation des courants, la longueur L, vous voyez ici, courant qui sort, courant qui rentre comme ceci, bobine solénoïde intérieur, solénoïde extérieur. Et là, trois questions. Là, je prends le temps de lire l'énoncé de manière complète. Déterminer les coefficients d'inductance propre L1 et L2. Donc là, coefficient d'inductance propre, rappelez-vous, lié à des flux magnétiques propres. D'accord. Toujours positif, exprimé en Henry. D'accord. L1 et L2. Donc là, c'est la méthode du cours. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en cours. Là, ouais, ça fait bien 15 jours quand même, je pense. Hein. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, pour l'inductance propre du solénoïde 1.
donc qui est à l'intérieur, d'accord, de rayon R1. Pour calculer l'inductance propre L1 de ce solenoïde 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut calculer le flux propre, parce qu'une fois que vous avez accès au flux propre, le flux propre, il est proportionnel à l'inductance propre. D'accord? Rappelez-vous, le flux propre, d'accord, phi égale Li. Donc vous appliquez cette relation pour les deux solénoïdes et vous cherchez L1, enfin finalement vous aurez L1, alors le courant ça sera L1I1, c'est ça, ouais, ça sera L1I1, et le flux propre lié voilà, au premier solénoïde, donc phi P1 égale L1I1, d'accord, pour en déduire L1. Donc il faut estimer un flux magnétique propre, donc il faut calculer le flux du champ B1 au travers les N spires du solénoïde 1, d'accord, de surface, ici S1. D'accord. Donc rappelez-vous, pour calculer le flux au travers des N spires, on calcule d'abord le flux au travers d'une spire. D'accord. Donc le champ B1, ici, il est donné. Enfin, il est donné, vous le connaissez, d'accord. Donc il faut estimer le champ magnétique bien créé par le solenoïde 1. D'accord. Calcule le flux de ce champ bien au travers une spire, puis au travers N spire, et on déduit le coefficient d'inductance propre, L1. Et après, une fois que vous avez fait la démarche pour l'un, vous en déduisez, démarche analogue pour le solénoïde 2, vous en déduisez L2. Ensuite, pour le coefficient d'inductance ou d'induction mutuelle, donc M comme mutuelle, M comme mutuelle, tout à fait. Donc, d'ailleurs, si vous avez remarqué, ça fait M comme mutuelle. M comme mutuelle, c'est également ce qui est écrit sur les lunettes que nous portons souvent, mais moi, monsieur Bosch, les lunettes bleues. Voilà, bon, bref, ça me fait souvent rire, M comme mutuelle. Donc, calcul d'inductance mutuelle entre les deux solénoïdes. Là, il faut passer par les flux magnétiques échangés. Ouais, flux magnétique échangé. Flux magnétique échangé entre les deux solénoïdes. Alors là, il faudra faire attention. Ici, là pour calculer le flux, idéalement, il faut calculer donc, le flux de l'un à travers l'autre, de 1 à travers 2 ou de 2 à travers 1. Là, il faut bien choisir. Moi, je vais prendre ici directement, vous voyez ici, voilà, je calcule le flux du champ B2 créé par le circuit 2 au travers le circuit 1. Comme ça, je serai sûr que le flux ici, directement, que le champ, en fait, surtout le champ sera uniforme. D'accord. Que le champ ici, magnétique créé par le solénoïde 2, sera uniforme ici au niveau du premier solénoïde. D'accord. Donc ça permettra ici directement de calculer les flux magnétiques échangés assez simplement, assez facilement, et d'en déduire l'inductance mutuelle. Ensuite, question numéro 2, si on néglige les résistances internes des fils. D'accord, donc pas des fils joules. Déterminer le courant I2 parcourant la bobine extérieure. Alors ça c'est intéressant. Et quelle est son amplitude? Donc là, on néglige les résistances internes des fils. Donc le courant I2 parcourant la bobine extérieure. Là, il faut bien voir que vous avez une coefficient d'inductance mutuelle. Donc vous avez un couplage inductif. Dès que vous avez une inductance mutuelle, des solénoïdes imbriqués, vous avez ici ce qu'on appelle un couplage. Vous avez un couplage entre deux circuits, couplage qu'on qualifie également de couplage inductif. D'accord, couplage inductif. Et là, pareil, déterminer le courant I2, on va également passer par des schémas électriques équivalents, forcément. Parce que là, avec ça, on n'y arrivera pas à déterminer le courant I2. D'accord, on va passer par des schémas électriques équivalents et on va isoler l'expression du courant I2. D'accord. Voilà, donc schéma électrique équivalent, que ce soit en condition générateur ou récepteur, il faudra bien faire attention. Condition générateur, comme tout à l'heure, on fait apparaître les générateurs de tension induite, condition récepteur, directement les bobines d'inductance propre L1, L2 avec un flux mutuel échangé M entre les deux. D'accord. Et ensuite, que vaut le champ électrique à l'intérieur du solénoïde central, donc ici au niveau du que vaut le champ électrique B, à l'intérieur des deux solénoïdes, bah là finalement, les équations de Maxwell étant linéaires, on peut appliquer le théorème de superposition, c'est-à-dire que le champ électrique total, c'est la somme des deux champs magnétiques créés par chacun des deux solénoïdes. Le champ B total, c'est B1 plus B2, d'accord, vectoriellement. Ça, on peut le faire parce que les champs magnétiques sont colinéaires, c'est assez facile parce que, voilà, ce sont des solénoïdes supposés infinis. D'accord. Voilà. Voilà pour la lecture de l'énoncé. On peut attaquer la résolution proprement parler. Je vous propose. Donc pareil, là on a 1h30, mais vous mettez sur pause, ça va. Je pense que la vidéo va vous prendre quand même 2 heures, pour 2 heures, le temps de reprendre au propre la correction des exos si vous n'avez pas cherché.
Alors, l'inductance propre L1 du solénoïde S1, donc pareil, on rappelle. Bon, pareil, ça c'est pas exigible, après en parler en première année, vous le retrouverez la prochaine, hein, d'accord, ça vous le retrouvez. Mais ce qui est important de voir, c'est bien proportionnel au courant, d'accord, et porté par l'axe. On l'a vu, rappelez-vous, d'accord. Donc le champ B1, créé par le solénoïde S1, est supposé infini. En effet, ici, on a un rapport L sur R qui est triangle 1. On rappelle que B1 est proportionnel à I1, tel que B1 égale mu0 N sur L, I1. Donc là, le grand N sur L, c'est la densité linéaire de spire. D'accord. Mu0, la perméabilité magnétique du vide, I1, le courant traversant le solénoïde S1, et EZ, vecteur unitaire de l'axe du solénoïde. Et ce champ magnétique est porté par l'axe, c'est le champ magnétique intérieur du solénoïde infini. Une fois qu'on a le champ magnétique B1, on va calculer le flux magnétique propre, donc flux du champ B1 au travers une spire du solénoïde S1. Donc on aura un flux magnétique propre, d'accord. Donc là je vais te remettre le schéma, on aura besoin, voilà, d'accord. Donc ici directement, voilà, vous allez avoir ici, donc j'ai noté prime, hein, le flux comme dans le cours, j'avais primé ici les flux magnétiques au travers une spire, donc à travers une spire ici de surface élémentaire DS1. On a un champ magnétique ici, pareil, qui est uniforme, qui ne dépend pas de la position du point M. Surface S qui est plane, on retrouve le produit scalaire, un B1 scalaire S1, un cas très simple. Donc ici, je vous rappelle, il est uniforme et stationnaire. Voilà, donc le produit scalaire B1 scalaire S1. Le vecteur surface, attention, le vecteur surface ici, donc règle de la main droite, on oriente, donc c'est la surface d'une spire en pi R1 carré. Encore pi R1 carré. EZ, alors pour que le Z, vous prenez votre main droite, vous l'enroulez comme ceci, votre pouce sera dirigé vers la droite. D'accord, vous orientez compte tenu du courant qui circule, hein, d'accord, comme ceci, hein, d'accord, comme ceci, regardez l'orientation des courants, vous aurez donc un vecteur surface selon les Z croissants. Donc EZ scalaire EZ ça fait 1 et on obtient pi R1 carré mu0 N sur L I1 au travers une spire. Une fois que vous avez le flux magnétique au travers une spire, vous en déduisez le flux magnétique propre au travers les N spires du solénoïde S1. Donc phi de B1 au travers S1, c'est N fois le flux de B1 au travers une spire de S1. Voilà. Donc on a du N carré. Ce qui change par rapport à là, c'est N fois N égale N carré. Et après, par définition du flux magnétique propre, qui définit une inductance propre, telle que phi P égale LI, vous en déduisez l'inductance propre L1 du solénoïde S1, telle que L1 égale pi R1 carré mu0 N carré sur... Et vous retirez I1, tout simplement. D'accord. Vous retirez I1. Bon. Pareil, vous ne faites pas tous les calculs, hein, vous vous adaptez. Ce qui va changer pour le solénoïde 2, on a la même longueur, le même nombre de spires. Ce qui change, c'est les rayons. Tout simplement, entre L1 et L2, on aura R2 carré au lieu d'avoir un R1 carré. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour les inductances propres des solénoïdes S1 et S2 qui sont liées à des flux magnétiques propres. Bien, je devrais répéter ça là quand même, je pense. Calcul de l'inductance mutuelle entre les deux solénoïdes. Là, vous avez calculé les flux magnétiques échangés. Là, je vous l'ai dit, hein, je calcule le flux du champ B2 au travers S1 pour avoir sûr d'avoir un champ magnétique B2 uniforme à l'intérieur de S1. D'accord. Donc le champ B2, cette fois-ci, de manière analogue au champ B1, ce qui va changer, c'est I2. On a I2 à la place de I1. On a également un champ magnétique qui est porté par l'axe Z selon les Z croissants. On retrouve mu0, la densité linéaire de spire qui est la même. On a la même géométrie, même configuration. Et là, attention, je calcule un flux échangé. Donc là, c'est un flux magnétique échangé. Donc c'est le flux du champ B2 au travers une spire du solénoïde S1. Donc là, c'est un phi prime pour une spire. Donc c'est le flux magnétique de B au travers S1, donc c'est un phi prime. Donc voilà, comme tout à l'heure, on retrouve directement mu0 N sur Li2 pi R1 carré. J'en déduis le flux magnétique échangé au travers les N spires du solénoïde S1. On a N carré qui apparaît. Et on en déduit par définition du flux magnétique échangé, donc du coefficient d'inductance mutuelle, phi de B2 au travers S1, c'est MI2. N'oubliez pas, c'est le flux de B2 au travers S1. Ce flux magnétique échangé est proportionnel au courant I2 qui donne naissance au champ magnétique B2. Et M étant le coefficient de proportionnalité. On en déduit M égale pi R1 carré mu0 N carré sur L. D'accord. Coefficient d'inductance mutuelle qui s'exprime également en Henry. D'accord. Voilà. Voilà pour cette première question. D'accord. Bon.
Deuxième question, on vous demande l'amplitude du courant I2 qui traverse la bobine extérieure. D'accord? Donc ici, j'avais dit quelques mots, hein, calculer le courant I2 qui traverse ici cette bobine extérieure. Il faut passer par les circuits schémétriques équivalents, convention générateur, convention récepteur. Et finalement, utiliser le fait, voilà, ça va nous aider, hein, ça, pour déterminer I2. Parce que on connaît I1. Alors bien sûr, attention, déterminer I2, il faut connaître I1, il faut connaître l'amplitude du courant I1 qui est noté I, il faut savoir que U2 égale à 0, donc ça c'est l'équation de base, l'équation support, on part de ça, U2 égale à 0. Alors finalement, U2 égale à 0, ça c'est la tension aux bornes de la bobine L2, lorsqu'on est en convention récepteur, ça c'est l'équation de base, l'équation support, qui va nous permettre de déterminer finalement l'amplitude I2 du courant I2. Sachant que I1 égale I cos oméga t, d'accord, et forcément, courant I2 va s'exprimer en fonction de L2, d'accord. L2, on l'a déterminé, hein. L2, c'est pi R2 carré mu 0 n carré sur L, d'accord. Donc, on y va. Ce que je vous propose ici, c'est voilà, de donner directement les schémas électriques, ici, les schémas électriques équivalents, hein. Donc je rappelle qu'on néglige les résistances électriques ici, hein, des deux circuits. Donc là, n'oublions pas la tension fournie par le générateur. Et là, dans cette vision en convention générateur, les générateurs de tension induite, hein, fournissent une FM E1, E2 dans le même sens que les courants I1, I2. Donc, vous voyez, on retrouve une nouvelle fois les flèches de convention générateur. D'accord. Donc ça c'est très bien. Ici, convention récepteur, flèche de courant tension de sens opposé. D'accord. Donc là, pareil, j'ai pas réécrit, on vient de le faire précédemment, j'ai pas réécrit. Ça vient des flux. Hein. D'accord. Alors ça, attention, ça c'est, je dis quand c'est flux, c'est la dérivée. Hein. C'est l'eau dérivée. Alors attention, c'est en prenant des précautions, entre guillemets, mettez des guillemets, parce que c'est pas les flux. Hein. Ça, c'est les dérivées temporelles des flux. Hein. Ok. C'est lié. Vous marquez lié, lié, lié. D'accord. C'est les dérivées temporelles, des flux propres et des flux changés. Donc là, on retrouve voilà, ce terme qui provient du flux propre. Ce terme qui provient du flux échangé, hein, c'est le flux de 1 au travers 2. Donc on retrouve bien le courant I1 qui parcourt le circuit 1. Convention générateur, donc les tensions induites. Sinon, convention récepteur, les bobines, les enroulements ici, inductance propre L1, L2, coefficient d'inductance mutuelle. Voilà. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Oui, il ne faut pas perdre de vue qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche I2. Que vaut I2? Que vaut I2? D'accord. Que vaut I2, sachant que U2 égale à 0. Ben, en fait, voilà, tout est là. On cherche I2 tel que U2 égale à 0. Donc en fait, moi je pars ici, hein, vous pouvez partir de ceci directement en convention récepteur, puisque U2 égale à 0, d'accord, ou bien E2 égale à 0 aussi, hein, vous simplifiez par moins 1, c'est bon, ça reviendra à la même chose. Donc je pars de ça. Donc c'est la loi des mailles, hein, dans la loi des mailles 2, la bobine extérieure ici 2, elle est court-circuitée. Donc on aura L2 DI2 sur DT plus MDI1 sur DT égale à 0, d'accord, en convention récepteur. Donc là, bon, on a directement la relation, hein, entre les dérivées temporelles de I2 et celle de I1. Donc DI2 sur DT égale moins M sur L2 DI1 sur DT. Moi je cherche I2, d'accord. Donc directement je vais donner une primitive. On primitive à une constante d'intégration près, je vous rappelle ici c'est cadeau. Donc I2, donc on trouve directement I1 de T. D'accord, ici, plus la constante. Alors, la constante, on peut le prendre ici directement en régime continu, hein, non pas variable. Donc, il n'y a pas de courant constant, on n'a pas de courant continu qu'on prend égal à 0. D'accord. Donc, cette constante ici, directement, on la prend ici, voilà, en fréquence nulle. D'accord, directement en régime continu. La constante additive prise comme étant égale à 0. On retrouve un courant I2, d'accord, en moins MI sur L2 cos oméga t. Donc un courant qui est bien sinusoïdal, hein, tout comme l'est le courant I1, d'accord. Ça c'est le courant qui en fait induit, hein, dans la bobine extérieure. En effet, oui, je l'ai pas dit. Le courant I1, seul un courant I1 parcourt la bobine intérieure. Hein. Il n'y a pas de courant I2 qui parcourt la bobine extérieure. Le courant I2 qui parcourt, c'est un courant ici qui est induit dans la bobine extérieure, induit par la circulation du courant I1 dans le solénoïde intérieur, d'accord. Alors il faut que vous ayez le signal ici, hein, le signal I2 de T, vous cherchez l'amplitude, bah, l'amplitude c'est ça, hein, c'est MI sur L2, l'amplitude qui est positive, je vous rappelle, d'accord. Pour cette amplitude I2 du courant
circulant dans le solénoïde de la bobine, très longue bobine extérieure. D'accord. Et ensuite, on vous demandez le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde central. Vous prenez un point M se trouvant à l'intérieur des deux solénoïdes, suppose vous avez fini, vous appliquez le principe de superposition. En tout point M à l'intérieur du solénoïde, le champ B résultant, c'est la somme vectorielle des deux champs magnétiques. Attention, c'est une somme vectorielle. Je fais la somme vectorielle. Dans tous les cas, de toute façon, on a rappelé que c'est de la forme mu0 n sur L I1 EZ ou mu0 n sur L I2 EZ. Voilà, on fait la somme des deux courants, I1, I2. Alors ça tombe bien, ils ont tous les deux la même forme. Ouais. I1 c'est du I cos oméga t. I2 c'est du moins MI sur L2 cos oméga t. Donc on peut factoriser par I cos oméga t. On aura du 1 moins M sur L2. Le tout porté ici selon EZ. D'accord. Voici l'expression du champ magnétique résultant. Donc n'oubliez pas un principe de superposition, faites la somme des deux vecteurs. Somme des deux vecteurs pour avoir le champ magnétique résultant. D'accord. C'est une expression qui est relativement simple parce que l'expression des courants I1 et I2 est tout à fait similaire. D'accord. Voilà. Voilà pour cet exo numéro 8. Je vais peut-être m'arrêter là quand même, je vais pas continuer à corriger peut-être les suivants, ça va peut-être faire beaucoup pour vous quand même, le but c'est pas de vous achever pour cette dernière séance de TD, d'accord. D'accord, on va quand même se quitter en de bons termes, je vais pas corriger 8 exos à la suite. Après, bon voilà, après il faut tous les faire, il y en a vraiment... Et encore ça c'est l'ancienne, est-ce que j'ai sorti une nouvelle fiche, je sais pas. Ça c'est celle de l'année dernière, j'ai rajouté... j'ai rajouté quoi. J'ai rajouté le sujet, ouais, je l'avais donné en DM en plus, là j'ai rajouté. Faut faire, voilà, pareil, le freinage par induction d'une spire carrée. Pareil, cet exo, il faut le regarder. Alors, pareil, je vais pas vous imposer de le faire. Oui, il faut le faire maintenant avant le 4 juillet, jusqu'à la fin des cours officiels, le 4 juillet. Faites ce que vous voulez, sincèrement, voilà. Dans tous les cas, c'est une question, j'y répondrai au plus vite. Je dis pas que là, à partir de maintenant, on dit je coupe tout, je vais faire un Discord. Non, je reste tout à fait joignable, il n'y a pas de souci, d'accord. Je dis pas que je vous répondrai dans l'heure qui suit, ni dans la journée qui suit, mais dans tous les cas, j'essaierai quand même d'aller voir très régulièrement s'il y a des questions sur les TD ou si vous voyez si vous voulez des exos, des choses supplémentaires ou des exos de révision, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc freinage par induction, ça paraît, c'est l'induction de Lorentz, c'est un conducteur mobile dans un champ B stationnaire. Ça c'est important, c'est du freinage, du ralentissement par induction, il y a différentes zones. C'est intéressant, faites-le, c'est le cas d'une spire. Il n'y a pas d'inductance propre, c'est relativement simple. C'est de la mécanique, c'est de l'induction, ça c'est sympa à faire aussi, d'accord. L'étude d'une passe ampermétrique, ça également faites-le, il est sympa. C'est pour mesurer l'intensité efficace ici d'un courant alternatif. Donc ouais, sympa. Également les plaques à induction, d'accord. Également on revient sur le RSF, sur les impédances complexes. Ça peut être également un bon exercice de révision, d'accord. Donc pareil, d'accord. Ouais, le moteur à courant continu, d'accord. Soit je vais vous le corriger, je vous le donnerai, d'accord. Après je verrai, j'ai pas dit que je n'allais pas refaire de vidéo, je peux en refaire une, on verra. Après si vous me dites non, j'arrête, si vous me dites non, n'en faites plus, j'arrête, je donnerai directement un PDF. Moi je peux, voilà, j'ai encore le temps devant moi de refaire quelques petites vidéos, il n'y a pas de souci, je ne vais pas faire de vidéo de 2 heures non plus, mais bon, peut-être plus simple pour vous que je donne des conseils oraux que vous recopiez, vous allez imprimer un PDF, vous n'allez pas forcément le lire, bon. Voilà, ça, machine à courant continu, c'est important de reprendre. Et là, surtout, il y a un système collecteur balai qui apparaît. On reprend un calcul de la force électromotrice, on fait un bilan de puissance, il y aura puissance des forces de la place, puissance de la force électromotrice induite. Bon, ouais, pas mal, soit également reprenez-le. L'étude du moteur asynchrone, ouais, également qui est pas mal. Et il y avait ici, derrière, ça c'est la fiche de la dernière, c'est pas la bonne fiche de TD. Donc si je reprends, voilà, ouais, il y avait le sujet sur le haut-parleur également, d'accord. Donc ça, oui, on ne pourra pas tout faire en 2 heures, c'est impossible, d'accord. Ça c'est au fur et à mesure. Évidemment là, la période s'achève, s'arrête, c'est la fin de l'année déjà. Il faut vous reposer. Mais n'oubliez pas, vous le savez, les vacances, en 15 jours de vacances, on perd quand même des automatismes, des réflexes. N'oubliez pas de reprendre progressivement quand même, n'attendez pas le 28 août pour dire ah bah tiens c'est la rentrée, on va reprendre quelques révisions. L'idéal c'est voilà, à petite dose quand même, à petite dose pour les vacances, de temps en temps relire, bouquiner, reprendre des calculs, voilà, très important, d'accord.
Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou les corrections de manière explicite, hein. Je dis pas que je mettrai la correction d'ici demain ou après-demain, hein, d'accord? Mais la semaine prochaine, voilà, s'il faut. Alors, je sais que. Alors, faut voir que les collègues, on n'a pas encore discuté. Je crois que Monsieur Liag continue, c'est ça. Monsieur Bosch, ça dépend de vous. Pareil, ça dépend de vous également, hein. Si vous dites stop, c'est bon, on arrête, on arrête. Après, pour la semaine prochaine, on peut éventuellement, je peux poster une vidéo ou faire une correction, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, donc oui, c'est dommage, c'est vrai que c'est particulier de se quitter sur une vidéo, mais après on s'est quand même revu, heureusement, hein, on s'est revu mardi après le conseil, et encore merci, vraiment, un grand merci pour Monsieur Parent et Monsieur Bosch, hein, ça leur a fait plaisir de vous revoir, parce que a priori c'est la dernière fois que vous les voyez, j'ai bien a priori, même si hein, c'est prévu, ils vont revenir, c'est prévu, c'est noté, au laboratoire, hein, donc il y a de fortes chances que vous les croisez. Bon, peut-être pas tout le monde n'aura peut-être pas l'occasion de recroiser Monsieur Bosch, Monsieur Parent, mais de toute façon, on vous tiendra au courant et on vous dira, voilà, la date. De toute façon, ça sera un vendredi, en fait, un vendredi après-midi. Moi, c'est déjà prévu que, faut que je le dise à futur collègue de maths que il n'y aura pas TP d'infos ce vendredi après-midi là. D'accord, forcément. Donc ça sera un vendredi midi au laboratoire voilà, pour un pot de départ avec l'ensemble des collègues hein, qui ont pu côtoyer Monsieur Parent, Monsieur Bosch. Donc Monsieur Parent, ça fait au moins... Il arrive avant moi, Monsieur Parent. Hein. Ça fait 7 ou 8 ans, je pense. Monsieur Bosch, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. 5 bonnes années, 5 années excellentes. Oui, c'est, j'en remarque vraiment. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, hein, que du bonheur. Donc voilà, pour lui, je pense que c'était une très bonne opportunité, une bonne occasion pour lui hein, de partir en MPSI à Wallon. Même s'il le sait, ici au lycée Jean-Marc, il a vraiment vécu de très bons moments. Donc voilà, encore merci pour cette année, cette belle année. Et dans tous les cas, de toute façon, on se reverra l'année prochaine. Hein, voilà, on va se croiser, il n'y a pas de souci. Et dans tous les cas, de toute façon, vous serez au courant, vous serez au courant du retour de Monsieur Bosch et Monsieur Parent. De toute façon, ils voudront vous revoir. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'arrangera pour faire ça le vendredi du. Monsieur Bosch va revenir, je pense, il y a déjà prévu de changer ses TD de maths du vendredi. Le vendredi du forum des grandes écoles, vous voyez. Rappelez-vous, c'est le vendredi où finalement, nous je crois qu'on avait, je sais plus si on avait maintenu les TP ou pas, mais dans tous les cas, là, l'après-midi, on va la banaliser, il n'y aura rien. Et a priori, vous êtes libérés en partie, je ne veux pas m'avancer, mais en partie l'après-midi pour assister au stand. Et ça sera, voilà, ça sera le moment où Monsieur Bosch, Monsieur Parent viendront boire un verre, et surtout voilà, passer l'après-midi avec nous. Donc vous aurez l'occasion de le revoir à ce moment-là, c'est sûr, hein, c'est sûr. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, bon week-end, un bon début de vacances, d'excellentes vacances. Reposez-vous bien, n'oubliez pas de retravailler hein, toutes les matières progressivement, d'accord, mais ça vous le savez, vous allez le faire. Et puis voilà, donc je vous dis à la rentrée et à bientôt. Au revoir.